C'est la série la plus sombre jamais contée sur le désir féminin. Parce que tout ce que tu crois savoir sur l'amour, l'obsession et la psyché des femmes est un mensonge. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir des vérités brutales que la littérature classique a camouflées. Des vérités qui expliquent pourquoi les hommes souffrent en amour, pourquoi les femmes détruisent ce qu'elles désirent le plus, et pourquoi les romances les plus tragiques de l'histoire ne sont pas des accidents, mais des inévitables. À la fin, tu ne comprendras pas seulement le désir féminin, tu le verras pour ce qu'il est vraiment, une force sublime et dangereuse. Et cette vérité changera à jamais ta manière d'aimer. Close quote. L'obsession commence toujours dans le silence, 1854. Un hiver sans fin en Sibérie. Dostoïevski est en exil. Brisé par la prison, rongé par l'ennui et la maladie, il rencontre Maria Dmitrievna. Elle est belle, mariée et surtout indifférente. C'est précisément cette absence de réaction qui déclenche l'obsession. Elle ne le repousse pas, elle ne l'encourage pas, elle existe. Comme un rêve inaccessible. Et lui, il tombe. Des années durant, il se consume pour elle. Il lui écrit des lettres trempées d'angoisse. Elle le laisse espérer, sans jamais s'engager. Lorsqu'elle devient veuve, elle accepte de l'épouser, non par amour mais par besoin de stabilité. Le mariage est un enfer. Elle le ridiculise, le trompe, l'épuise. Et pourtant, il décrit ces années comme les plus belles souffrances de sa vie. Voici la première loi du désir féminin. Ce qui est hors de portée devient sacré. Dostoïevski ne s'est pas contenté de vivre cette loi, il l'a gravée dans chacune de ses héroïnes. L'amour est une offrande, et la femme décide s'il mérite d'être détruit. Dans L'Idiot, Nastasia Filipovna est une femme qui ne peut accepter l'amour parce qu'elle se hait elle-même. Elle attire les hommes comme une flamme attire les papillons, et les consume avec la même cruauté. L'un la tue, l'autre sombre dans la démence. Dans Les Frères Karamazov, Grushenka joue père et fils l'un contre l'autre. Non pas par désir, mais parce que leur rivalité confirme son pouvoir. Elle ne veut pas d'amour, elle veut une adoration douloureuse. Et dès qu'elle l'obtient, elle s'en détourne. Le désir n'a rien de rationnel. Il est chimique, instinctif, brutal. Le plus terrible, ce n'est pas une fiction. Une étude de 2017 révèle que les femmes jugent un homme plus séduisant lorsqu'elles pensent que d'autres femmes le désirent. Mais une fois qu'elles l'ont conquis, leur intérêt s'effondre. Ce n'est pas l'homme qu'elles veulent, c'est la conquête. L'amour devient un jeu à récompense variable. Et c'est là que commence l'addiction. Imagine un homme, il courtise une femme pendant des mois. Elle répond par des signaux contradictoires. Un jour tendre, l'autre glacial. Lui, il croit, si je m'accroche, elle finira par m'aimer. Mais ce qu'elle ressent, ce n'est pas de l'amour, c'est une montée d'ego. Elle ne tombe pas amoureuse de lui, elle tombe amoureuse de l'effet qu'elle a sur lui. Et le jour où il arrête de courir, elle panique. Non pas parce qu'elle l'aime, mais parce que le miroir se brise. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie comportementale. Skinner, dans ses célèbres expériences, l'a prouvé. Les récompenses imprévisibles créent une dépendance bien plus forte que les récompenses constantes. L'affection intermittente, c'est l'équivalent émotionnel de la cocaïne. Mais Dostoïevski n'a pas laissé que des pièges, il a aussi semé des clés. Dans Crime et Châtiment, Sonia n'aime pas Raskolnikov pour ce qu'il pourrait lui apporter. Elle l'aime malgré ses crimes, malgré sa noirceur. Elle le voit. Vraiment, elle ne cherche pas à le transformer, ni à se valoriser à travers lui. C'est une forme de désir rare, pur, sans domination. Mais la majorité des hommes ne rencontrent jamais de Sonia, parce qu'ils passent leur vie à poursuivre des Nastasia. Et la tragédie, c'est que tant d'hommes refusent de voir l'évidence. Ils se persuadent que persister prouve la valeur de leur amour. Mais en réalité, persister alimente le mépris. Parce qu'un amour quémandé devient une offrande sans valeur. Et dans le théâtre du désir féminin, un homme sans mystère devient invisible. Ce n'est pas un jeu romantique, c'est une guerre de perception. La véritable question n'est pas comment la faire tomber amoureuse, mais pourquoi suis-je en train de me sacrifier pour quelqu'un qui ne me respecte pas? Dans la suite, nous plongerons plus profondément dans le second principe du désir féminin, celui que presque aucun homme n'ose regarder en face. La faiblesse masculine n'inspire pas la tendresse, elle suscite le dégoût.
Et c'est là que commence le naufrage. Il y a un moment dans les frères Karamazov que presque tous les hommes ignorent. Un moment qui éclaire toute la dynamique du désir féminin. Dmitri Karamazov, homme de passion dévorante, est amoureux fou de Groushenka. Il sait qu'elle se joue de lui, il le sent, et pourtant il s'humilie, il la supplie, il vend sa dignité pour une miette d'affection, jusqu'à crier « Je suis un insecte, un vaurien, mais je veux mon bonheur !» Close quote. Et Groushenka, elle rit. Pas de joie, pas d'empathie, elle rit avec dégoût. Car voici la vérité crue, le désir féminin se transforme en mépris lorsque l'homme abdique sa force. Ce n'est pas de la fiction, c'est un avertissement. Dostoïevski n'a pas inventé cette dynamique, il l'a vécue. Après la mort de sa première épouse, il tombe sous l'emprise d'Apollinaria Suslova, une femme brillante, glaciale, méprisante. Elle se moque de ses crises d'épilepsie, le trompe, l'écrase moralement. Il s'accroche à elle malgré tout, persuadé que souffrir, c'est aimer. Mais la vérité, la souffrance ne prouve rien d'autre que la faiblesse. Et la faiblesse, c'est la seule chose que le désir féminin rejette instinctivement, même quand il l'utilise. Ce schéma est universel et destructeur. Prenez Lord Byron, le poète adulé de l'Europe. Il écrit à une femme qu'il aime, open quote, « Je n'existe que quand je suis avec toi. Le reste du temps, je suis mort. » Close quote. Elle le méprise, elle l'utilise, puis l'abandonne pour un homme plus riche. Ou encore Nietzsche, génie solitaire, humilié par Lou Andreas Salomé. Il la demande en mariage, elle refuse, puis écrit dans son journal « Son besoin d'amour me dégoûte ». Open quote, ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des lois et la science moderne les confirme. Close quote. Une étude de 2015 publiée dans Social Psychological and Personality Science révèle que les femmes perdent systématiquement de l'attirance pour les hommes qui investissent trop émotionnellement. Plus un homme donne, plus elle le dévalorise. Pourquoi ? Parce que le désir féminin ne repose pas sur la justice, il repose sur la polarité. Un aimant cesse d'attirer quand ses pôles sont inversés. Le paradoxe de la puissance. Les monstres attirent. Dans les démons, Stavrogin est un manipulateur sans foi ni loi. Il ment, trahit, tue. Et pourtant, les femmes se jettent à ses pieds. Pourquoi ? Parce qu'il ne se soucie de rien. Et dans cette indifférence, elles projettent leur besoin d'approbation. Open quote. Mais attention, l'erreur serait de croire qu'il faut devenir un monstre pour séduire. Le vrai pouvoir, c'est celui de Prince Mishkin dans L'Idiot. Close quote. Mishkin est bon, mais il est solide. Quand Nastasia tente de l'humilier, il ne réagit pas. Il refuse de jouer. Et c'est ainsi qu'il devient le seul homme qu'elle respecte. Le vrai pouvoir, c'est l'autonomie. La différence entre Dmitri et Mishkin n'est pas la morale, c'est la maîtrise de soi. L'un supplie pour être aimé, l'autre existe sans avoir besoin d'amour. Alors, comment un homme peut-il échapper à cette spirale ? 1. Reconnaître le piège. Chaque fois qu'un homme court après une femme qui le méprise, il creuse sa propre tombe. 2. Apprendre à partir. Pas comme une stratégie, pas comme un test, mais comme une déclaration de souveraineté. Le philosophe Arthur Schopenhauer, visionnaire bien avant l'invention du mot « simp », l'écrit sans détour. Open quote. Se détacher des femmes est le seul chemin vers la liberté. Close quote. Il ne prônait pas la solitude, il prônait l'indépendance émotionnelle. Les hommes les plus puissants ne demandaient jamais à être aimés. Casanova, séducteur légendaire, quittait les femmes dès qu'elles devenaient trop attachées. Non par cruauté, mais parce qu'il refusait d'être dominé par le besoin. Napoléon, passionnément épris de Joséphine, l'a couverte de lettres brûlantes. Mais dès qu'elle l'a trahi, il l'a exilée, sans une larme. Ce n'est pas leur force qui les rendait désirables, c'est leur capacité à rester complets, même seuls. Mais Dostoïevski nous donne un dernier avertissement, plus profond que tous les autres. Open quote. L'homme est parfois passionnément amoureux de sa propre souffrance. Close quote. Voilà le dernier piège. Les hommes ne sont pas seulement victimes du désir féminin, ils en sont complices. Ils confondent la douleur avec l'amour, le rejet avec la preuve de valeur. Et dans ce brouillard émotionnel, ils tombent amoureux de la blessure elle-même. Prochaine partie, quand le désir féminin se retourne contre la femme elle-même, quand ce n'est plus l'homme qu'elle détruit, mais elle-même.
Et si le désir féminin n'était pas seulement une arme dirigée contre les hommes, mais un poison qui consume les femmes elles-mêmes? Il y a une scène dans L'idiot que personne n'oublie, une fois qu'il l'a comprise. Nastasia Filipovna jette dans la cheminée un paquet de 100 000 roubles, une fortune. Les hommes dans la pièce se battent comme des hyènes pour sauver les billets. Et elle? Elle rit, d'un rire sauvage. Un rire qui sent la faim. Ce n'est pas du pouvoir, ce n'est pas du contrôle, c'est une femme qui ne supporte plus d'être aimée. Claude. L'autodestruction comme dernier langage. Nastasia ne cherche pas à blesser les autres. Elle cherche à se punir. Le désir chez elle n'est pas une quête d'amour, c'est une quête de ruine. Et cette ruine, elle l'a rendue sacrée. Open quote. Dostoïevski n'a pas écrit cette scène pour choquer. Il l'a écrite pour nous montrer ce que devient le désir féminin quand il se retourne vers l'intérieur. Close quote. Quand aimer n'est plus un rêve, mais un besoin de s'anéantir. Ce n'était pas de la fiction, c'était l'histoire de son époque. Regardez Anna Karénine chez Tolstoï, la réponse directe à Nastasia. Elle ne se contente pas de quitter son mari pour un amour passionnel. Quand cet amour s'effrite, elle se jette sous un train. Pourquoi? Parce qu'elle avait mis tout son être dans ce feu. Et quand la flamme a vacillé, elle n'a plus vu d'issue. L'épidémie invisible du XIXe siècle. Dans la Russie impériale, à la même époque que Dostoïevski, les journaux commencent à parler d'un phénomène tragique. L'épidémie des femmes instruites suicidées. Des femmes issues de la bourgeoisie, cultivées, conscientes, mais piégées. Leur société leur avait enseigné qu'elles ne valaient quelque chose que si elles étaient aimées. Alors, quand l'amour échoue, la vie n'a plus de sens. Dostoïevski connaissait cette illusion. Sa seconde épouse, Anna Snitkina, avait 25 ans de moins que lui. Sténographe brillante, dévouée, presque sainte, elle le sauve de ses dettes. Supporte ses crises, l'aime d'un amour entier. Et lui, il l'idéalise. L'écrit dans ses romans sous forme de femme pure, muette, résignée. Mais ce que personne ne dit, c'est qu'Anna était l'exception. La plupart des femmes comme Nastasia ne trouvent pas un prince Mishkin. Elles trouvent des hommes comme Rogojin, qui les aiment avec un couteau à la main, ou elles ne trouvent personne. Le désir comme autosabotage. La psychologie moderne a donné un nom à ce poison, érotomanie autodestructrice. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Personality Disorders démontre que certaines femmes, rongées par une soif d'amour instable, se sabotent inconsciemment. Elles provoquent le rejet pour confirmer leur peur la plus profonde, celle de ne pas mériter l'amour. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une exécution émotionnelle. Eddie Sedgwick, Zelda Fitzgerald, Les flammes du vide. Regardez Eddie Sedgwick, muse d'Andy Warhol, consumée par la gloire, l'héroïne et l'absence d'amour. Chaque relation est une tentative désespérée de combler le néant. Ou Zelda Fitzgerald, épouse du célèbre écrivain. Elle se jette dans un escalier pour attirer son attention, puis passe le reste de sa vie dans un asile, à écrire des lettres que personne ne lit. Open quote. Ces femmes n'étaient pas des monstres. Elles étaient les victimes d'un mensonge, que l'amour d'un homme serait la récompense ultime, et que sans lui, elles ne valaient rien. Pourquoi ce désir devient-il poison? Dostoïevski le résume ainsi dans Les carnets du sous-sol. Open quote. L'homme n'est pas stupide, mais il est si ingrat qu'on ne trouverait pas son pareil dans tout l'univers. Close quote. Les femmes ne sont pas stupides de vouloir l'amour. Elles sont maudites par une culture qui leur dit que l'amour est leur seule victoire autorisée. Un homme peut conquérir, bâtir, créer, se perdre dans l'art ou la guerre. Une femme, son champ de bataille, c'est le cœur. Et quand elle perd sur ce terrain, elle n'a plus rien. L'amour comme punition de soi. Grushenka, dans Les Frères Karamazov, ne détruit pas seulement Dmitri. Elle se détruit elle-même. Son désir est sa prison. Et Dostoïevski nous révèle l'origine de cette douleur. Un passé d'abus sexuel. Ce n'est pas de la vanité, c'est la cicatrice d'un monde qui lui a appris que son corps était sa seule monnaie. Alors, où cela laisse-t-il les hommes? Faut-il fuir les femmes? Les ignorer? Se protéger à jamais? Non. Car ce que Dostoïevski enseigne n'est pas le rejet. C'est la lucidité. Open quote. Le piège n'est pas l'amour. Le piège, c'est d'y entrer les yeux fermés. Close quote. Les seuls hommes qui survivent dans l'univers de Dostoïevski ne sont ni les combattants comme Dmitri, ni les fuyards comme Ivan.
Ce sont les témoins silencieux comme Alyosha. Alyosha ne cherche pas à sauver Grushenka. Il ne cherche pas à la posséder. Il la voit. Et parce qu'il reste debout au lieu de se noyer, il est le seul qu'elle ne détruit pas. Mais, et si la réponse n'était pas dans la compréhension du désir, mais dans sa transcendance?